Jean-Pierre Bemba peut demander un passeport diplomatique pour rentrer en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a écrit dans une lettre le ministre des Affaires étrangères, Léonard Okitundu, en réponse à une demande formulée par le président du Sénat congolais, Léon Kengo Wadondo. Ex-vice-président et candidat à l'élection présidentielle en 2006, l'opposant Jean-Pierre Bemba a quitté la RD Congo en 2007 après des combats entre sa milice et l'armée du président Joseph Kabila. À la surprise générale, il a été acquitté en appel de crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour des faits commis par ces hommes en Centrafrique au début des années 2000. Il avait été condamné à 18 ans de prison en première instance. La CPI doit définitivement statuer sur son sort le 4 juillet dans une affaire annexe de subornation de témoins. Mais pour l'instant, il est en liberté provisoire en Belgique. Les 12 et 13 juillet prochains, le parti de Jean-Pierre Bemba tiendra son congrès à Kinshasa, au cours duquel la question de l'investiture ou non d'un candidat du parti à la présidentielle sera traitée. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito accuse le président Joseph Kabila de vouloir s'accrocher au pouvoir. Selon lui, le président congolais dispose de 3 plans pour garder le pouvoir qu'il devait théoriquement quitter à l'issue des élections prévues le 23 décembre 2018. Dans une tribune qu'il a rendue publique ce lundi, l'ancien Premier ministre décrit chacun de ces 3 plans. Plan A, organiser des élections frauduleuses. Plan B, aller aux élections sans l'opposition en l'amenant à les boycotter. Et plan C, aller de report en report. Il dénonce également 3 moyens de tricherie que représentent selon lui le fichier électoral, la machine à voter et la commission électorale. Premier ministre de 2008 à 2012 et cadre du parti lumumbiste unifié, Adolphe Muzito rejette toute révision de la Constitution et un 3e mandat du président Kabila et plaide pour le nettoyage du fichier électoral et la restructuration de la commission électorale. Le président Kabila, dont le 2e mandat a pris fin depuis décembre 2016, a bénéficié de 2 reports des élections fin 2016 puis fin 2017. Il affirme qu'il respectera la Constitution sans déclarer qu'il quittera le pouvoir, suscitant la méfiance de ses adversaires. Le chef de l'État congolais doit parler dans les prochains jours devant le Parlement réuni en congrès. Enterré sur la terre de ses ancêtres dans la province Zoulou d'Afrique du Sud. Piouankossi Mkizé est mort d'un cancer des poumons. Diagnostiqué en mai 2017, cet électricien à la retraite s'est vu proposer un rendez-vous pour un scanner 15 mois plus tard, faute de place et de moyens. Rencontré début 2018, il avouait alors avoir tenté de se suicider, accablé par la douleur. Je suis très reconnaissant que vous écoutiez mon histoire. Peut-être que grâce à ça, je vais avoir plus d'aide. Parce qu'aujourd'hui, la souffrance est trop grande. Vraiment, je n'en peux plus. Face à l'aggravation de son état, le scanner a été avancé de quelques mois. Mais c'était déjà trop tard pour Piouankossi, qui est mort sans avoir reçu de traitement. J'en veux au ministère de la Santé, parce qu'il ne s'occupe pas des patients qui souffrent du cancer. Pour le député d'opposition Imran Kika, c'est tout le KwaZulu-Natal, la 2e province du pays, qui est touché. D'après lui, près de 500 malades du cancer y sont morts avant même d'avoir reçu un traitement entre 2015 et 2016. C'est clairement une violation des droits de l'homme par le gouvernement, au préjudice des citoyens. La Commission sud-africaine des droits de l'homme a déterminé que dans le système public de la province, un patient doit attendre 12 mois en moyenne avant de voir un cancérologue et 8 mois de plus pour bénéficier d'une radiothérapie. Il y a des inquiétudes, bien sûr. On aimerait tous avoir accès aux soins aussitôt qu'on détecte un problème. Il faut qu'on réduise les délais, mais on a plusieurs questions à régler. Pour essayer de combler le déficit, le ministère de la Santé a annoncé en juin l'attribution de plus de 6 millions d'euros aux services d'oncologie de 2 provinces sud-africaines, dont le KwaZulu-Natal. Une aide qui arrive beaucoup trop tard pour la famille de Piouankossi Mkizé. Mention très honorable. Ainsi en a décidé le jury au terme de la présentation du travail de recherche de Sherifat Bansou, étendu sur près de 1000 pages et qui porte sur l'intangibilité des frontières en Afrique, avec un angle de traitement sur des cas pratiques des pays comme le Bénin, le Sénégal, le Mali et le Nigeria. Un thème de recherche dont la pertinence et l'actualité au regard du contexte ne sont plus à démontrer. La non-maîtrise des frontières peut conduire à des situations de conflit
en Afrique. Donc il était important qu'un chercheur ou une chercheuse explore cette thématique-là et apporte des approches de solutions quant aux différents cas de conflits qui pourraient naître de la mauvaise ou la bonne gestion des frontières en Afrique. Cherifat Bonsou accède brillamment au grade de docteur en droit public de l'Université d'Abomey-Calavi sous la direction de Dandi Nyamou, agrégé des facultés de droit et professeur de droit public à l'Université d'Abomey-Calavi. C'est ma première femme docteur, j'y tiens beaucoup, et en droit public. Donc pour moi, c'était nécessaire, important, que nous amenions nos jeunes étudiantes à arriver à présenter des travaux de recherche permettant d'obtenir le grade de docteur en droit public, mais avec une spécialité qui est celle du droit international et qui rentre donc dans le cadre du Centre de droit international et d'intégration africaine. Il est à noter que le jury était composé de Dodi Komlan Korogo et Ibrahim Salami, tous des agrégés des facultés de droit et professeurs titulaires, mais aussi Arsène Joël Adeloui et Kosivi Hunake, aussi agrégés des facultés de droit et maîtres de conférences. Des risques graves pèseraient sur le processus électoral en République démocratique du Congo et un chaos électoral en gestation au niveau de la commission chargée d'organiser des élections. Il s'agit de mises en garde formulées par Félix Tshisekedi, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'historique parti congolais d'opposition. À travers un communiqué publié ce mardi, l'UDPS, qui réitère le rejet de la machine à voter, souligne que celui-ci affiche un risque élevé de manipulation des résultats et chercher à l'imposer à tout prix relèverait d'un cynisme politique. La commission électorale présente la machine à voter comme une imprimante des bulletins dans le bureau de vote le jour des scrutins, mais son rejet systématique et unanime au sein de l'opposition. Fabriquée par la société sud-coréenne Miro System, cette machine à voter a été désavouée par la commission électorale sud-coréenne et l'ambassade de Corée du Sud à Kinshasa. Les élections présidentielles, législatives et provinciales sont prévues le 23 décembre prochain. La commission électorale a convoqué l'électorat samedi, rendant irréversible la tenue des scrutins et ouvrant des bureaux de réception des candidatures aux élections provinciales. Universitaire, acteur du droit administratif, juriste et homme de droit de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont pendant 48 heures réfléchi à Cotonou sur les nouvelles tendances de la commande publique en Afrique. Cette initiative du Centre de droit administratif et de l'administration territoriale de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin vise à renforcer les capacités des acteurs du marché public. La commande publique, c'est d'abord des notions qui nous renvoient à l'intérêt général. Et c'est très important de rassembler des spécialistes de la commande publique pour avoir un regard objectif sur la commande publique, pour montrer que la commande publique est saisie par le droit, mais elle est aussi saisie par la politique. Et donc, l'intérêt de l'étude, c'est de voir là où mettre le curseur pour que le dosage soit fait de façon intelligente, que la politique, le dosage politique ne soit pas plus important que le dosage juridique. Vous savez que le droit de la commande publique est un droit en perpétuelle réforme et transformation. C'est pour ça qu'on a choisi le titre de Nouvelle tendance de la commande publique. Vous allez remarquer que dans la plupart des pays africains, il y a une réforme qui concerne la commande publique. Comme on peut le constater, le droit de la commande publique est en mutation dans un espace communautaire lui-même en mutation. Cette double mutation autorise que les universitaires vertueux s'interrogent sur les nouvelles tendances de ce outil incontournable de développement. Bien entendu, cette transformation n'est pas sans incidence sur la théorie des contrats administratifs. Je n'ai aucun doute sur la qualité scientifique de cet aréopage ici réuni à aborder ces différentes questions au double point de la doctrine et de la jurisprudence administrative. L'objectif de ce colloque, meublé de panels avec des thèmes divers et variés, est d'analyser les véritables apports des dispositions issues des récentes réformes du droit de la commande publique en Afrique.
Ce rendez-vous international est censé permettre aux participants d'anticiper et d'améliorer le droit en la matière, particulièrement dans l'espace UEMOA. Lors de cette deuxième dissémination d'Afrobaromètre, nous avons abordé deux thèmes. L'un sur la décentralisation pour voir si les Togolais étaient prêts à entrer dans ce processus. Et le second sur la liberté d'expression en période de crise. La liberté d'expression est restreinte au Togo de 2014 à 2017 et surtout en ce temps de crise que traverse le pays depuis le 19 août 2017. C'est du moins ce qu'on peut retenir du sondage d'Afrobaromètre dont les résultats ont été présentés au public et à la presse le 20 juin dernier. Globalement, on a vu que la liberté d'expression a chuté entre l'enquête de 2014 et celle de 2017 de 21 points. C'est une chute qui est quand même importante et qui a été très forte au niveau de la région centrale où on est parti jusqu'à 30% de chute de la perception de liberté d'expression dans la région centrale. La décentralisation, une expérience de la gouvernance locale à laquelle le Togo se prépare, a fait aussi l'objet d'une enquête d'Afrobaromètre. On s'est également posé la question de savoir, mais s'il y a élection et qu'il y a des communes, conseils municipaux, tout ça là, les mairies sont mises en place, est-ce que les gens seront prêts à participer aux réunions pour pouvoir comprendre comment l'argent du contribuable est utilisé ou pouvoir un peu influencer l'action des autorités à la base. Et on a été agréablement surpris parce que 62% des répondants ou des Togolais disent qu'ils sont prêts à donner une partie de leur temps pour pouvoir faire cette action. Cela dit que le Togolais est prêt pour ce processus. Il faudrait maintenant que les autorités politiques mettent en place le cadre qu'il faut pour que ces populations-là puissent agir. Réalisé par CROP, Center for Research and Opinion Polls, partenaire de l'École africaine d'économie et d'Institut de recherche empirique en économie politique, les enquêtes d'Afrobaromètre se déroulent dans 5 langues usuelles du pays des répondants. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et son grand rival Riek Machar ont convenu mercredi d'un cessez-le-feu permanent devant entrer en vigueur dès samedi. Un accord qui relance les espoirs de paix dans ce pays ravagé par une guerre dévastatrice. Pour Riek Machar, le cessez-le-feu doit préluder à la fin du conflit. Même optimisme du côté du gouvernement sud-soudanais où le négociateur en chef se dit confiant. Nous croyons fermement que si le mécanisme de contrôle et de vérification du cessez-le-feu est mis en place et que ce mécanisme nous dit la vérité, est capable de blâmer le gouvernement si le gouvernement est responsable de la violation et de blâmer l'opposition si l'opposition est responsable de la violation, si nous avons ce genre de mécanisme qui présentera les faits dans leur réalité, alors cela permettra d'empêcher toute autre violation du cessez-le-feu permanent. Je suis optimiste quant à l'implication de Riek Machar dans cet accord de paix et l'implication de Omar el-Béchir. La déclaration de Machar selon laquelle il va mettre fin à cette guerre et l'engagement donné cette fois par Salva Kiir sans réserve sont des éléments qui me rendent optimiste. Car le dernier accord, Salva Kiir parlait de réserve, mais cette fois il n'y a pas de réserve. Il sent la souffrance de son peuple. Il va travailler à la mise en œuvre de cet accord. Plusieurs précédents accords de cessez-le-feu avaient déjà volé en éclats par le passé. Le dernier en date était intervenu en 2016. Selon la déclaration de Khartoum, les arrangements du cessez-le-feu prévoient notamment un désengagement militaire, un retrait de toutes les forces alliées, l'ouverture de couloirs humanitaires et la libération des prisonniers de guerre et des détenus politiques. L'accord permet également le déploiement de forces de l'Union africaine et de l'autorité intergouvernementale pour le développement pour superviser le cessez-le-feu. Un gouvernement de transition doit être formé en 120 jours et sera appelé à gérer le pays pendant une période de 36 mois. Les pourparlers de Khartoum entre les deux rivaux ont duré 3 jours.